Mon mari et ses copains ont trouvé ça hilarant de m'abandonner dans un village de pêcheurs en Gironde après une dispute. On va voir comment la princesse retrouve son chemin, a ri mon mari en faisant crisser les pneus sur les graviers du parking. Je n'ai pas retrouvé mon chemin. 7 mois plus tard, il m'a retrouvé en Bretagne, sur l'île d'Ouessant. J'étais déjà devenu quelqu'un d'autre à ce moment-là. La pluie balayait l'Atlantique à l'horizontale quand Maxime a claqué la portière de son SUV pour mettre fin à notre dispute. Je me souviens de la façon dont son ami Damien riait sur le siège passager, le visage rougi par 3 heures passées au bistrot du port, et je me souviens du regard que Bastien m'a lancé depuis la vitre arrière, presque apitoyé, presque amusé. Avant que les feux arrière ne disparaissent au tournant de la route côtière. Je suis resté planté sur ce parking devant le bar PMU avec mon sac en toile et 45 € en liquide, à regarder la pluie marteler l'asphalte à l'endroit où se trouvait la voiture, en me disant « Il va revenir. Il est obligé de revenir. » Avant d'aller plus loin, je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir trouvé le chemin vers ce petit coin d'Internet. Si vous faites partie de ceux qui croient que même les adieux les plus cruels peuvent être le début de quelque chose d'authentique, pensez à vous abonner. Ça ne coûte rien, et ça m'aide à continuer de raconter ces histoires de femmes qui ont été mises à terre dans des endroits où elles n'avaient jamais demandé à être, et qui se sont relevées là où elles ne s'y attendaient pas. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après la disparition de ces feux arrière. Mon mari s'appelait Maxime Delorme. Il était agent immobilier d'entreprise à Bordeaux, le genre d'homme qui portait sa Rolex à une dégustation d'huîtres sur le bassin d'Arcachon et s'assurait que vous la remarquiez. Nous étions mariés depuis 11 ans. J'avais 38 ans et j'avais autrefois été créatrice de textiles avec mon propre petit atelier dans le quartier des Chartrons, jusqu'à ce que Maxime me dise doucement toujours doucement au début que ce n'était pas logique que je conduise jusqu'à des marchés de créateurs tous les week-ends alors que ces commissions pouvaient subvenir à nos besoins 10 fois plus. J'ai fermé l'atelier le jour de nos 4 ans de mariage. Je me suis dit que c'était temporaire. La dispute au bistrot a commencé pour une bêtise. Je lui avais demandé, devant ses amis, de peut-être lever le pied sur le whisky parce que nous avions 2 heures de route pour rentrer à la maison de campagne. Damien avait pouffé dans sa bière, « Putain, Maxime, c'est ça la vie de marié ?» Et Maxime, qui n'avait jamais supporté d'être rabaissé devant ses potes, s'était levé lentement et m'avait dit que si je voulais tellement rentrer, je n'avais qu'à me débrouiller toute seule. Ses yeux étaient vitreux, mais ses mots étaient tranchants. Il m'a demandé si j'avais mon portefeuille. J'ai répondu oui. Il a dit « Bien ». Puis il a demandé et je me souviens de la petite cruauté particulière de ce détail si ma carte bancaire était dans mon portefeuille ou dans la console centrale de sa voiture, parce qu'il l'avait gardée depuis la station-service ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé sortir avec Damien et Bastien qui riaient derrière lui, je suis resté au comptoir pendant que la serveuse faisait semblant de n'avoir rien entendu, et j'ai compté ce qu'il y avait dans mon sac. 45 €, un tube de baume à lèvres, un roman que je n'avais pas commencé, mon passeport Dieu merci, parce que nous avions parlé de peut-être descendre en Espagne plus tard dans la semaine et mon téléphone à 19% de batterie. Le village s'appelait Port-Garot, 400 et quelques habitants. Une seule station-service, déjà fermée. Une seule auberge qui m'a refusé parce qu'ils accueillaient un mariage et n'avaient plus de chambre. La serveuse, qui s'appelait Aline, m'a dit qu'il y avait une veuve de marin 2 rues plus loin qui louait parfois sa chambre d'amis pour 20 € la nuit, en liquide, sans poser de questions. J'ai marché sous la pluie, mon sac en toile sur la tête, j'ai frappé à la porte de la veuve et je lui ai donné la moitié de ce que j'avais. Elle m'a regardé comme les femmes d'un certain âge regardent toujours les autres femmes qui viennent d'être abandonnées quelque part. Pas surprise, exactement. Pas même très triste. Juste avec une forme de reconnaissance. J'ai appelé Maxime 16 fois avant que mon téléphone ne s'éteigne vers 1 h du matin. Chaque appel tombait sur la messagerie. J'ai envoyé des SMS dont je ne suis pas fier. Certains suppliaient. Un ou deux étaient furieux. À l'aube, quand j'ai emprunté le vieux téléphone fixe de la veuve pour appeler l'hôtel où nous avions prévu de séjourner 1 heure plus haut sur la côte, la réceptionniste m'a dit que M. Delorme avait réglé la note à 21 h la veille. Tous les 3 étaient partis. Je veux vous dire ce que ça fait de s'asseoir dans la cuisine d'une inconnue, dans un village introuvable sur la plupart des cartes, de boire du café soluble dans une tasse ébréchée, et de comprendre lentement que ce n'était pas un accident. Maxime avait sorti ma carte bancaire de mon portefeuille ce matin-là parce qu'il avait déjà pris sa décision. Peut-être pas consciemment. Peut-être qu'il voulait juste avoir l'option, mais il s'était assuré que l'option soit là.
Et ses amis n'avaient pas essayé de l'en empêcher. Ils avaient ri. Le deuxième jour, la pluie s'était arrêtée, et j'ai parcouru Port-Garot de long en large pour trouver un moyen de partir. Le car pour Bordeaux passait 2 fois par semaine et était parti la veille au matin. Un vol depuis l'aéroport le plus proche m'aurait coûté 600 € que je n'avais pas. Je suis allé à la gendarmerie, qui n'était en fait qu'un seul gendarme dans un petit bureau au-dessus de la poste, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a été gentil. Il a pris ma déposition. Il a dit qu'il pouvait enregistrer l'incident en main courante, mais que techniquement, comme j'étais une adulte en possession de mon passeport et sans blessure, il n'y avait rien de pénal à poursuivre. Il m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un. Je lui ai dit que mes parents étaient décédés, mon père d'un cancer l'année de mon mariage, ma mère d'une crise cardiaque il y a 3 hivers. Je lui ai dit que j'avais un frère aîné à Strasbourg à qui je n'avais pas parlé depuis 6 ans parce qu'il m'avait mis en garde contre Maxime la semaine précédant notre mariage, et que je ne lui avais pas pardonné d'avoir eu raison. Le gendarme, qui s'appelait Gauthier, m'a regardé longuement et a dit « Certains maris donnent une leçon à leur femme, et la femme retient la mauvaise leçon. Prenez votre temps. » Il m'a donné une bouteille d'eau et le numéro d'un foyer pour femmes. Je n'ai pas appelé le foyer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la plaie aurait fait de moi quelque chose que je n'étais pas encore prête à être. Au lieu de ça, je suis retourné chez la veuve, je me suis assise au bord du lit étroit de sa chambre d'amis, et j'ai fait glisser mon alliance de mon doigt. C'était une taille princesse de 2 carats que Maxime m'avait offerte à l'hôtel du Palais à Biarritz pour nos 7 ans, remplaçant le modeste demi-carat avec lequel nous avions commencé. Je me souviens qu'il en avait fait toute une histoire, disant que mon ancienne bague lui faisait honte lors de ses dîners d'affaires. Je l'ai emporté dans la seule boutique de la ville voisine qui faisait rachat d'or, un comptoir au fond d'un magasin d'articles de pêche de tous les endroits possibles, et l'homme derrière la vitre m'en a donné 900 €. Je savais qu'elle en valait 5 fois plus. J'ai pris l'argent quand même. Ce soir-là, je me suis tenu devant le petit panneau d'affichage de la gare routière, et j'ai regardé les destinations défiler. Nantes, Vannes, Lorient, Quimper, puis, presque comme un défi, Brest, correspondance par ferry pour l'île d'Ouessant. Départ du bateau jeudi à 17 h. J'ai pensé au salon de mon frère à Strasbourg, à la salle de bain d'amis de ma belle-mère à Mérignac, et à tous les vieux amis que j'avais doucement laissés s'éloigner parce que Maxime les trouvait trop bruyants, trop bohèmes ou trop envahissants. Et j'ai pensé à quoi ressemblerait ma vie si je retournais dans tout ça maintenant, avec mon alliance au clou et le rire de mon mari résonnant encore à mes oreilles. J'ai acheté le billet. Le trajet a pris des heures. J'ai dormi sur un banc près d'un distributeur automatique avec mon sac pour oreiller, et quand je me suis réveillé sur le pont du ferry, je pouvais voir les falaises grises du Finistère émerger du brouillard, et un sentiment pour lequel je n'avais pas de nom à traverser ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était même pas de l'espoir. C'était plutôt comme une porte qui s'ouvrait dans une pièce dont j'ignorais l'existence. J'ai débarqué sur l'île d'Ouessant avec 640 € restants et aucun plan. J'ai pris une navette jusqu'au bourg principal, Lampol, et puis, comme le chauffeur m'a dit que la seule auberge y était chère, j'ai été prise en stop par une femme nommée Madame Le Goff, qui livrait des œufs à une boulangerie du village. J'ai dit à Madame Le Goff que je cherchais un endroit calme. Elle a regardé ma main sans bague, mes yeux rouges et a dit « Ma petite dame, vous êtes au bon endroit. » Je ne me souviens pas de m'être effondré. Je me souviens que la boulangerie sentait le beurre salé et la levure, et je me souviens d'avoir essayé de payer un morceau de gâteau en réalisant que mes mains tremblaient trop pour ouvrir mon portefeuille. Et puis je me souviens de la voix d'une femme disant quelque chose avec un accent breton si prononcé que je pouvais à peine comprendre. Elle nous fait un malaise, Yannick, prends une chaise. Et puis des mains chaudes sur mon visage, l'odeur de la vanille et du feu de bois, et une voix douce et fatiguée disant « Ça va aller, ma fille. Ça va aller. » Son nom était Jeanne Tanguy. Elle avait 68 ans. Elle tenait la boulangerie depuis 40 ans avec son mari Yannick, un ancien pêcheur côtier à la retraite avec des mains comme des gants de cuir et une voix comme des graviers dévalant une pente. Ils vivaient dans l'appartement au-dessus de la boulangerie. Ils avaient une fille nommée Chloé qui était partie vivre en région parisienne il y a 15 ans pour le travail et ne rentrait presque jamais, et un petit-fils qu'ils avaient vu exactement 2 fois dans toute sa vie. Et la chambre d'amis au bout de leur couloir était peinte d'un lilas délavé parce que Chloé avait choisi cette couleur quand elle avait 12 ans. Jeanne m'a installé dans cette chambre. J'ai essayé de la payer. Elle a refusé. J'ai essayé de partir le lendemain matin.
Elle avait déjà lavé mes vêtements et les avait étendus sur un fil pour qu'ils sèchent au-dessus du poêle à bois. Et quand je suis descendu, elle les a montrés du doigt et a dit, « Tu pourras partir quand ils seront secs. Assieds-toi, ma belle, et prends une part de phare breton. » Je suis resté 3 jours qui devaient n'en être qu'un. Puis une semaine. Puis 10 jours, au cours desquels j'ai aidé Jeanne à pétrir la pâte à 5 heures du matin parce que je ne pouvais de toute façon pas dormir, et Yannick m'a appris à fendre du bois sans balancer la hache comme une maniaque. Et lentement, par bribes, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Jeanne n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas dit que j'étais courageuse. Elle a juste écouté, et quand j'ai eu fini, elle m'a versé une autre tasse de thé noir, si fort qu'il aurait pu décaper de la peinture, et elle a dit, « La chambre de ma Chloé a un lit, et il y a plein de choses à faire par ici, si le cœur t'en dit. » Le cœur m'en disait. Je ne le savais pas encore, mais le cœur m'en disait. Ce que j'ai appris au cours de ce premier mois, c'est qu'il existe un genre de fatigue différent de la fatigue que je ressentais à Bordeaux. À Bordeaux, j'étais fatigué de gérer l'agenda de Maxime, les dîners mondains de Maxime, le pressing de Maxime et le travail constant et minutieux d'être l'épouse avec laquelle il voulait être vu. Sur Ouessant, j'étais fatigué parce qu'il fallait 12 pains avant le lever du soleil, parce qu'il fallait gratter la peinture du vieux cabanon pour que Yannick puisse le repeindre avant l'hiver. Et parce qu'il fallait descendre le sentier de la falaise jusqu'à la plage pour ramasser du bois flotté pour le poêle. Le deuxième genre de fatigue me laissait dormir. Le premier ne l'avait jamais fait. J'ai écrit à mon frère Thomas à Strasbourg au cours de la 2e semaine. Juste un court email depuis la bibliothèque municipale quand Madame Le Goff m'y a emmené pour faire des courses. Je lui ai dit que j'étais en sécurité. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête à m'expliquer. Je lui ai dit de ne pas venir me chercher et de ne dire à personne, pas même à notre tante à Lyon, qu'il avait eu de mes nouvelles. Je lui ai demandé de me faire confiance pour une fois, comme j'aurais dû lui faire confiance 11 ans plus tôt. Il a répondu dans l'heure. Il a écrit, « Ce que tu voudras. Je suis là quand tu seras prête. » C'était la première fois de ma vie d'adulte que quelqu'un me laissait une porte ouverte sans exiger un prix pour la franchir. Je n'ai pas eu à appeler de consulat car j'étais dans mon propre pays. Mais j'ai fait refaire ma carte vitale, j'ai discrètement ouvert un nouveau compte courant au Crédit Agricole que Maxime ne connaîtrait jamais, et j'ai, avec l'aide de Jeanne, trouvé comment faire mon changement d'adresse sur les listes électorales sans laisser de traces numériques qu'il puisse suivre. Ce sont des choses auxquelles beaucoup de femmes ne pensent pas jusqu'à ce qu'elles y soient obligées. J'aurais aimé y penser plus tôt. À la fin du premier mois, Jeanne a cessé de m'appeler « ma fille » et a commencé à m'appeler par mon prénom, qui est Camille. À la fin du 2e mois, je préparais seul la fournée matinale de tartelettes au mur sauvage pendant que Jeanne s'occupait de la caisse. Yannick, qui ne parlait pas beaucoup à grand monde, a commencé à m'appeler « la petite » à la manière des Bretons, ce qui semble rude jusqu'à ce que vous compreniez que c'est ce qui se rapproche le plus de vous considérer comme de la famille. À la fin du 3e mois, j'avais 900 € d'économisés sur mon compte, principalement grâce au pourboire en liquide que Jeanne m'obligeait à garder, j'avais ma propre paire de bottes d'hiver, j'avais appris à faire de la confiture maison, et j'avais recommencé à dessiner. C'était la chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais un petit carnet que Jeanne m'avait donné pour noter des recettes, et un soir, j'ai dessiné un motif dans la marge, un enchevêtrement de varech et de bruyère que j'avais vu le long de la côte. Quand je l'ai montré à Jeanne le lendemain matin, elle est devenue très silencieuse. Elle est montée à l'étage et est redescendue avec un bac en plastique rempli de chutes de tissu ayant appartenu à sa mère. Elle faisait du patchwork, a dit Jeanne, elle était douée. Personne dans la famille n'a repris le flambeau. Regarde si ça peut te servir. J'ai commencé à coudre le soir. Au début, juste des choses simples pour réapprendre comment mes mains bougeaient. Un torchon avec une sardine dessus. Un ensemble de sets de table avec des bailles de genièvre. Puis une tenture murale représentant les falaises de la Pointe de Perne, où Yannick m'avait emmené voir la colonie de macareux ma 2e semaine. J'ai utilisé le vieux tissu, le fil acheté avec mon argent des pourboires et la machine à coudre empruntée à la voisine de Jeanne. Quand je l'ai fini, Jeanne l'a accroché au mur de la boulangerie et a dit à chaque client qui entrait que sa petite l'avait fabriqué. Une femme de Brest l'a vue en novembre. Elle tenait une boutique dans le centre-ville qui vendait ce qu'elle appelait des produits artisanaux pour les gens qui ont les moyens de romancer la rudesse de l'océan. Ses mots, pas les miens. Elle a demandé si j'en avais d'autres. Elle a demandé si je prenais des commandes. Elle a demandé combien je prenais. Je ne savais pas combien je prenais.
Jeanne, debout derrière la caisse, a dit « 300 € pour celle-là plus les frais de port » et elle a une liste d'attente. Je n'avais aucune liste d'attente. La femme a payé 320 € en liquide et a laissé sa carte. Ce soir-là, Jeanne et moi nous sommes assises à la table de la cuisine et nous avons calculé, au crayon au dos d'un sac de farine, ce que la tenture m'avait réellement coûté en matériel et en heures. Nous avons calculé ce que serait un prix juste. Nous avons calculé ce que je pourrais produire en un mois si j'arrêtais d'en faire autant à la boulangerie. Yannick, depuis son fauteuil, a dit sans lever les yeux de son journal, elle peut continuer la cuisson du matin. C'est le comptoir qui est du gâchis pour elle. Fais la caisse, Jeanne. Et c'est ainsi que, à 38 ans, je suis redevenue créatrice de textiles. Pas de la façon dont je l'avais été à Bordeaux, en créant des tons neutres prudents pour des clients prudents. Je fabriquais des pièces qui sentaient le sel et le feu de bois, avec des motifs inspirés des tempêtes de l'Atlantique, des fougères des Landes et de ce rouge ferreux si particulier d'un coucher de soleil breton en janvier. En février, j'avais un petit compte Instagram que Thomas avait créé pour moi depuis Strasbourg, avec des photos que la petite nièce de Jeanne prenait sur son téléphone. En mars, j'avais des commandes de 3 boutiques, Brest, Bordeaux, ce qui m'a fait un petit nœud au ventre, mais rentable, et bizarrement, une boutique à Paris dont je n'avais jamais entendu parler. Je veux faire une pause ici et dire quelque chose à propos de l'argent, parce que je trouve que les commentaires sur ce genre d'histoire reviennent toujours à l'argent. Quand avril est arrivé, 7 mois après que Maxime m'eut laissé à Port-Garreau, j'avais environ 11 000 € sur mon compte bancaire. Je n'avais aucune dette parce que je n'avais pas touché aux cartes communes. J'avais déclaré mes impôts séparément en utilisant ma nouvelle adresse, ce que j'avais fait grâce à un comptable sur le continent qui ne m'avait posé aucune question. Je n'étais pas riche. Je n'étais même pas totalement en sécurité financière, mais j'étais, pour la première fois en 11 ans, la seule personne à savoir combien d'argent je possédais. Ça valait bien plus que ces 11 000 €. Je veux aussi vous parler d'une conversation que j'ai eue avec Jeanne fin mars, parce qu'elle a tout changé. Nous étions assises sur les marches de derrière, regardant le dernier givre fondre sur le toit du cabanon, et Jeanne a dit, sans me regarder, Yannick et moi, on en a parlé. On n'a pas grand-chose à léguer. La boulangerie rentre à peine dans ses frais les bonnes années, et Chloé n'en veut pas, elle n'en a jamais voulu. Mais les murs sont payés, ainsi que l'appartement au-dessus, et on possède le terrain derrière où se trouve l'ancien hangar à filets. On se demandait si tu voudrais t'associer. 20% pour ce que tu peux te permettre. On te fait crédit pour le reste sans intérêt, et tu posséderas le tout quand on ne sera plus là. Il y a des papiers à faire. Notre notaire sur le continent peut s'en occuper dans les règles. Je me souviens n'avoir pas pu parler pendant un long moment. Je me souviens que Jeanne a tendu la main et tapoté mon genou une fois, vivement, à la manière des femmes d'ici quand une émotion devient trop grande pour une cuisine. J'ai demandé, pourquoi? Jeanne a répondu, parce que tu mets les mains dans la pâte tous les matins, parce que Chloé ne reviendra pas, que Yannick ne rajeunit pas, et que cet endroit devrait appartenir à quelqu'un qu'il aime. Et c'est toi, ma belle, que tu l'aies prévu ou non. J'ai signé les papiers le 14 avril. 20% pour 8 000 € d'apport et une poignée de main pour le reste. Notre notaire s'appelait Maître Kervella et il a rédigé le contrat d'association correctement. La création d'entreprise en France, il s'avère, est extrêmement simple quand on est citoyen français, ce qu'aucune section de commentaires ne veut jamais croire. Il n'y avait pas de problème de visa, pas de question d'immigration, pas d'ambassade à appeler. J'étais chez moi. J'avais toujours été chez moi. J'avais juste dû quitter une version de chez moi pour trouver la vraie. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ancienne adresse email pour la première fois depuis novembre. Il y avait 247 messages non lus. La plupart étaient des spams. Certains venaient de vieux amis dont les objets de mai devenaient de plus en plus inquiets, puis de plus en plus distants au fil des mois. Il y en avait un de la mère de Maxime, daté de 3 semaines après qu'il m'eût abandonné, demandant si j'allais bien parce que Maxime disait que j'avais fait une dépression et que j'étais parti me reposer dans ma famille. Il y en avait un de ma tante à Lyon. Il y en avait une demi-douzaine de Maxime lui-même, passant de la colère à l'amadouement, jusqu'au cœur brisé surjoué, puis au ton froid et juridique. Ce dernier était daté de 2 jours plus tôt. L'objet disait « Je sais où tu es ». Il écrivait qu'il avait engagé un détective. Il écrivait qu'il avait découvert que j'étais sur l'île grâce à une transaction bancaire que son avocat avait réussi à tracer. Il écrivait qu'il prenait un vol pour Brest vendredi, qu'il prendrait le bateau dans la foulée,
et qu'il attendait de moi que je sois raisonnable et adulte concernant mon retour à la maison. Il écrivait que mon comportement avait été, selon ses mots, une crise de la quarantaine embarrassante, et qu'il était temps d'y mettre fin. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il écrivait comme un homme venant récupérer un bagage égaré. Je me suis assise à la table de la cuisine de Jeanne, les mains à plat sur le bois, et j'ai senti, pendant peut-être 3 bonnes minutes, l'ancienne Camille essayer de regrimper en moi. La Camille qui arrondissait les angles. La Camille qui réservait les restaurants, récupérait les costumes au pressing et disait, il ne le pensait pas, à son frère au téléphone. Elle était toujours là, à l'intérieur. Elle voulait encore, même maintenant, trouver un moyen de rendre ça gérable. Et puis Jeanne est descendue en robe de chambre, a vu mon visage et a dit, « Qui est mort ?» J'ai répondu, « Mon mari vient ici vendredi. » Jeanne a dit, « Très bien. On fera couler le café. » J'ai passé les 2 jours suivants à faire exactement le contraire de ce à quoi Maxime s'attendrait. Je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas répété de discours. Je ne l'ai pas appelé pour négocier. Au lieu de cela, j'ai pris le bateau avec Yannick, nous avons rencontré Maître Kervella et j'ai demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, puisque nous allions remplir les conditions de séparation. Maître Kervella a préparé une proposition extrêmement équitable et extrêmement définitive. Je ne voulais aucun de nos biens communs. Je ne voulais pas de pension alimentaire. Je voulais ma part de l'assurance vie et du plan épargne-retraite, père, auquel j'avais contribué pendant notre mariage, ce qui était mon droit légal, et je voulais que mon nom soit retiré du crédit commun. Ce que Maître Kervella m'a informé pouvoir faire sans la signature de Maxime par une demande écrite à la banque. Je voulais le divorce. Je voulais que ce soit réglé. J'ai aussi, avec l'aide de l'avocat, rédigé une lettre de non-contact. Elle était courte. Elle disait que toute communication ultérieure en dehors des canaux légaux serait considérée comme du harcèlement et que le cabinet de Maître Kervella s'occuperait de toute correspondance à l'avenir. Elle était prête à lui être remise dès son arrivée. Le vendredi est arrivé, clair et froid, avec un vent de mer qui sentait le printemps qui se décidait enfin. La voiture de location de Maxime, un SUV noir avec des plaques parisiennes louées à l'aéroport, a remonté le chemin de gravier vers 14 heures. J'étais dans la cuisine de la boulangerie, en train d'incorporer du beurre dans une pâte feuilletée, quand Jeanne est revenue de la boutique et m'a dit, « Il est là, ma belle. » Il n'a pas l'air commode. Je me suis lavé les mains. J'ai enlevé mon tablier. Je suis sorti par la porte d'entrée de la boulangerie et je me suis tenu sur le perron. Maxime se tenait à côté de son SUV dans un manteau en laine que je lui avais offert de Noël plus tôt. Il avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, plus fatigué, et très déplacé contre le bardage usé par les intempéries de la boulangerie et le port gris derrière elle. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. J'avais coupé mes cheveux courts en janvier. Mes mains avaient des callosités. Je portais un pull couvert de poussière de farine, un vieux jean qui avait appartenu à Chloé et des bottes en caoutchouc qui avaient appartenu à Yannick. J'ai regardé ses yeux s'ajuster à moi. « Camille » a-t-il dit. « Mon Dieu. Qu'est-ce que tu portes ?» J'ai dit, « Bonjour, Maxime. » Il a dit, « Fais tes affaires. » J'ai pris des billets d'avion depuis Brest pour demain matin. On pourra parler de tout ça quand on sera à la maison. J'ai répondu, « Je suis à la maison. » Il a ri. C'était le même rire que sur le parking du bar PMU. J'ai attendu que ça atterrisse quelque part en moi et que ça déclenche quelque chose. Ça n'a rien fait. Camille, arrête. C'est un caprice. J'ai pris l'avion jusqu'ici. J'ai pris le bateau. Monte dans la voiture. Jeanne et Yannick étaient sortis sur le perron derrière moi. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient pas besoin. Yannick avait les bras croisés sur la poitrine comme il le faisait quand un réparateur de frigo essayait de l'arnaquer, et Jeanne tenait un rouleau à pâtisserie couvert de farine dans une main parce qu'elle faisait du pain quand j'étais entré lui dire qu'il était arrivé. Et elle ne l'avait tout simplement pas posé. Maxime les a regardés. « Ce sont les gens chez qui tu loges ? Qu'est-ce qu'ils t'ont monté la tête ? » Ils ne m'ont rien monté du tout, Maxime. Ils m'ont nourri, m'ont appris des choses et m'ont payé équitablement pour mon travail, ce qui est plus que ce que tu as fait en 11 ans. Son visage a changé à ce moment-là. Le charme est tombé. J'ai vu l'homme qui avait retiré ma carte bancaire de mon portefeuille à la station-service ce matin-là. Ton travail, Camille.
Tu faisais des coussins. Je crée des textiles, je possède 20% de cette boulangerie et j'ai demandé le divorce. J'ai glissé la main dans la poche du jean de Chloé et j'ai sorti l'enveloppe que maître Kervella avait préparée. Je la lui ai tendue. Il ne l'a pas ouverte. Il est resté là à la tenir comme si c'était la preuve d'un crime dont il allait être accusé, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Tu n'es pas sérieuse ?» a-t-il dit. « Je suis très sérieuse. Les conditions sont justes. Ton avocat te le confirmera. Je ne demande rien auquel je n'ai pas droit, et je ne prends rien que je n'ai pas gagné. Je veux juste en finir avec toi. » Pourquoi? Il a fait un geste vers la boulangerie, vers Jeanne, vers Yannick, vers le port gris. Pour ça? J'ai dit, pour moi. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Je crois qu'à cet instant, il faisait le calcul que font les hommes comme lui à la fin d'une histoire, cherchant quelle version il allait raconter à ses amis, quelle version serait la moins embarrassante au prochain dîner d'affaires. Il était déjà en train de réécrire l'histoire. Il n'en ressortirait pas comme le méchant. Il ne l'avait jamais été dans aucune de ses histoires. Mais je n'allais plus faire partie de son histoire. Tu vas le regretter, a-t-il fini par dire. Dans 5 ans, quand tu seras encore coincé ici à fabriquer des torchons pour les touristes, tu regretteras de ne pas être rentré. J'ai répondu, peut-être. Mais je préfère regretter un choix que j'ai fait plutôt qu'une vie que j'ai laissé quelqu'un d'autre choisir pour moi. Yannick, depuis le perron derrière moi, a pris la parole pour la première fois. Sa voix était calme et son accent breton était lourd, le dernier bateau pour le continent part bientôt, mon gars. Tu ferais bien d'y aller. Maxime l'a regardé. Puis il m'a regardé. Et je l'ai vu réaliser, enfin et pleinement, qu'il s'était trompé sur absolument tout dans ce voyage. Il avait traversé le pays en s'attendant à trouver sa femme dans un état d'effondrement contrit, attendant d'être récupéré. Il avait trouvé, à la place, une étrangère debout sur les marches d'une boulangerie avec des papiers de divorce à la main et 2 vieux bretons derrière elle qui n'allaient pas bouger d'un centimètre. Il est monté dans le SUV. Il n'a pas dit au revoir. Les graviers ont craché derrière ses pneus quand il a fait demi-tour, et je l'ai regardé s'éloigner sur la route du port de la même façon que je l'avais regardé s'éloigner 7 mois plus tôt. Et cette fois, le sentiment dans ma poitrine n'était pas de la panique. Ce n'était même pas de la colère. C'était une sorte de fermeture tranquille, presque douce. Jeanne a posé sa main sur mon épaule. Elle a dit, « Rentre, ma belle. » La patte a assez reposé. Je suis rentré. Je veux vous dire ce que je comprends maintenant, assise ici, 8 mois après ce matin sur le perron de la boulangerie. Je comprends que Maxime ne m'a pas laissé à Port-Garreau à cause d'une dispute. Maxime m'y a laissé parce que, quelque part en lui, il avait toujours cru que je lui appartenais, et il voulait le prouver en m'enlevant tout pour attendre que je revienne en rampant. Ce qu'il n'avait pas compris, ce que les hommes comme lui comprennent rarement, c'est que lorsque vous enlevez tout à quelqu'un qui a déjà passé 11 ans à tout perdre en silence, parfois vous ne la brisez pas. Parfois, vous lui donnez accidentellement la permission qu'elle n'avait jamais été capable de se donner à elle-même. Il voulait m'abandonner. Il a fini par me libérer. La boulangerie est très fréquentée ce printemps. Les genoux de Jeanne la font souffrir. Yannick m'apprend à tenir les comptes. J'ai 17 commandes en cours pour des pièces textiles et un petit article qui va paraître dans un magazine sur les artisans côtiers de la façade atlantique. Mon frère Thomas vient en avion en juillet avec sa femme et leurs 2 garçons qui n'ont jamais vu l'océan. Je vais apprendre au plus grand à fendre du bois comme Yannick me l'a appris, c'est-à-dire sans balancer la hache comme un maniaque. Certains soirs, quand la boulangerie est calme, que Jeanne est montée se coucher et que la lumière sur le port prend cette couleur rouge ferreux que je mets dans mes tissus, je me tiens à la fenêtre de la cuisine et je pense à la femme que j'étais sur le parking de ce bar PMU. Regardant les feux arrière disparaître avec 45 € dans la poche. Je n'ai pas pitié d'elle. Elle ne me manque même pas. Je veux juste qu'elle sache, d'une manière ou d'une autre, à travers tous les mois qui nous séparent, qu'elle n'était pas en train d'être laissée pour compte. Elle était en train d'être guidée vers sa vraie maison.